L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode 9 de l'Apport collectif. Balado, 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur public et municipal. Pour cet épisode, nos panélistes aujourd'hui sont Maître Patricia Girard, greffière et directrice du service du greffe à la ville de Saguenay. Madame Amélie Fugère, agente de planification, programmation et recherche au CIS de la Montérégie-Ouest. Et Monsieur Alain Dubé, chef de service, gestion contractuelle et approvisionnement à Urgence Santé. Mesdames et messieurs, nos 3 panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet ayant pour titre « L'acheteur du futur sera zéro clérical et 100% stratégique. Quoi faire pour s'y rendre dans le secteur public et municipal? » Autrefois, le rôle de l'acheteur a été associé à des tâches administratives, à la gestion des bons de commande, au respect des processus et à une approche souvent perçue comme transactionnelle. Mais aujourd'hui, cette réalité est drastiquement basculée avec la venue, entre autres, de la technologie et de l'accès aux données, autant dans le secteur privé que public. Effectivement, le secteur public se spécialise, mais un volet clérical demeure présent. Mais est-ce possible d'envisager la transformation majeure qui redéfinira en profondeur la fonction d'approvisionnement, où l'acheteur du futur sera zéro clérical et 100% stratégique? Rôle recentré sur la création de valeur, l'analyse, l'anticipation des risques, la collaboration avec les parties prenantes et une contribution directe aux objectifs organisationnels. Dans un contexte public et municipal où les exigences de conformité, de transparence et de reddition de comptes sont élevées, cette transformation soulève des défis bien réels. Alors, comment passer d'un modèle encore largement administratif à une fonction pleinement stratégique? Quels sont les freins à lever, les compétences à développer et les leviers à activer? Et surtout, est-ce que cette ambition est réaliste ou inévitable? Panélistes, afin de bien débuter la discussion, lorsque l'on dit zéro clérical, de quoi parle-t-on concrètement? Qui voudrait se lancer? Alain? Ben Patrick, il faut se poser la question, qu'est-ce que fait un acheteur dans sa journée? Euh, Si on regarde, majoritairement, il va faire des suivis manuels. OK. Il va faire des validations administratives. Quand on parle de validation, on parle de la RQ, on parle des RENA, on parle de la SEAO. C'est tout du manuel. Il n'y a rien qui se parle, il n'y a rien de connecté entre ça. Donc, c'est tous des emplois qu'elle doit faire. Chaque bon de commande, est-ce que les compagnies font partie sont certifiées pour l'Office de la langue française? Quand tu mets tout ça ensemble, quand tu mets toute cette gestion de documentaire-là que tu as besoin de faire, toutes les doubles saisies, tu dois saisir dans 2, 3 systèmes tout le temps de façon parce que les systèmes ne se parlent pas. C'est des tâches qui sont répétitives que tu fais à chacun des bons de commande. C'est des tâches que tu dois faire à chacun de tes appels d'offres. Donc, si on pouvait trouver une façon d'éliminer ces choses-là, ça serait super. Parce quelque part, l'acheteur, le rôle de l'acheteur zéro papier, c'est quoi? C'est qu'il fasse l'analyse, qui regarde ses dossiers, qui s'assied avec ses clients à l'interne, qui regarde qu'est-ce qui se passe, comment ça va venir, le faire d'avance, le regarder et non de planifier c'est quoi la stratégie. Est-ce que la stratégie qui a été faite il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, selon l'appel d'offres, est encore bonne, est encore valide et valable? C'est quoi les risques? Le marché change. On connaît tous nos amis du Sud du Québec. Le marché change, les valeurs changent, les choses changent. Est-ce qu'on a le temps de faire de l'analyse de performance de fournisseurs? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans le clérical, on est encore dans le clérical. Lequel d'entre nous prend le temps de faire de l'analyse de fournisseurs durant le contrat?
On essaye. Essaye, ça veut dire probablement que tu le fais pas. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? Le rôle d'un acheteur, là, c'est de donner une valeur ajoutée. C'est que quand il travaille, c'est qu'il s'auto-finance, c'est qu'il coûte rien dans l'organisation. Mais quand un acheteur fait des doubles saisies, des vérifications, des revérifications, ben, on oublie ça. C'est bien beau de vouloir faire de la conformité administrative, mais il y a c'est la différence entre la conformité administrative qu'on fait aujourd'hui versus la contribution stratégique. On paye, est-ce que l'acheteur est un expert? Ben, pourquoi on paye un expert à faire du document? C'est un peu le même principe dans le réseau de la santé. On a de plus en plus, on a enlevé les infirmières de la logistique, on a retiré ces dossiers-là aux infirmières parce qu'on veut qu'ils soignent le patient. Ben, c'est le même principe. On veut que les acheteurs fassent des approvisionnements, de la gestion contractuelle, pas de la gestion documentaire. Mhm. Ça, finalement, c'est comme Alain disait, là, c'est un acheteur qui devient un conseiller stratégique, mais un véritable partenaire d'affaires, quelqu'un qui connaît le marché, qui conseille ses services en conséquence, pas quelqu'un qui fait de la double vérification, de la double saisie de données. C'est des choses qui sont nécessaires quand même dans un cadre réglementé dans lequel on est. Par contre, il faut amener cet acheteur-là à réduire ses interventions-là au maximum pour être capable d'aller chercher une plus-value dans son travail. Tous les systèmes gouvernementaux sont pseudo-connectés entre eux. Ben, c'est peut-être le temps. Tu sais, on parle du dossier patient, là, dernièrement, là, c'est la saga du dossier patient, puis parce qu'on veut connecter le dossier patient à un système. Ben, pourquoi on n'est pas capable, que quand on va sur SAO, comme je disais tantôt, de mettre un numéro de l'entreprise, puis d'avoir toute cette information-là d'une façon instantanée? Il y en a d'un autre qui disait d'avoir un Carfax, tu sais, Ouais. tantôt, puis c'est l'idée de Patrick. Donc, d'avoir un carte, tu mets le rang, tu as toute l'information que tu as besoin immédiatement, que ça va te prendre une fraction de seconde au lieu d'aller dans 4 sites de chercher, puis d'obliger les fournisseurs à rentrer. Tu sais, ils peuvent soumissionner, puis ils ne sont pas obligés. Il n'y a pas de champ pour eux autres nécessairement de rentrer leur numéro d'entreprise. Bien, d'obliger de rentrer le numéro d'entreprise, de rentrer certaines informations qui permettent ces liens-là en tant que tel. Il faut aller là un de ces jours. On se parle Tellement d'automatisme, intéressant, Alain. Alain. Excuse-moi, Patricia. Non, c'est bon. C'est tellement intéressant parce Mm. que, oui, d'être capable, nous, d'extraire ces données-là, mais à la base, nos fournisseurs soumissionnent via le SAO. Fait que pourquoi ces conditions-là ne sont pas tout à fait automatisées puis qu'on ne reçoit pas une soumission juste quand tu es conforme, juste quand toutes les finalités administratives sont rencontrées? Tu sais, ça pourrait aller jusque-là, nous bloquer la soumission, puis ben, en même temps, ça nous enlève un risque d'erreur puis un risque juridique. Intéressant. 100% d'accord. Il y a de l'automatisme qu'on peut faire au niveau pré-ouverture d'appel d'offres. Les systèmes devraient le faire. C'est pas RQ, là. Pourquoi je recevrais une soumission? Je dois aller vérifier la RQ. S'il n'a pas mis son RQ, si la RQ est obligatoire. S'il ne rentre pas son RQ, il ne rentre pas son numéro n'est pas vérifié, il ne passe pas à l'ouverture, ben, le système devrait le rejeter. Tu ne devrais même pas avoir besoin de le regarder, tu devrais avoir tout simplement rejeté. Puis lui, tu recevoir un beau courriel qui dit « Vous êtes rejeté, votre RQ n'est pas valide. » Donc, aussi simple que ça, là. Mais pourquoi on n'est pas rendu là? C'est pas parce que c'est pas faisable. On va sur la Lune. On s'amusait à faire un petit tour de Lune en arrière, puis on a parlé dans les journaux puis à la télévision pendant une semaine de temps qu'on a des astronautes qui allaient faire un tour de vaisseau spatial autour de la Lune. Quand on parle de quelque chose de Mais facile. Puis on vient de refondre, là, à tout le moins, le SAO. Est-ce que c'est des choses qu'on aurait pu inclure? Amélie, tu parlais d'opportunités. Mais des opportunités, là, il y en a comme ça. Sachons saisir les bonnes, mais effectivement, c'est des systèmes qui sont globaux, qui devraient être disponibles pour l'ensemble des organismes, qui devraient prévoir, parce qu'on s'entend, là, si tu demandes à une ville de développer un système d'intelligence artificielle suffisamment développé pour gérer tout ce qu'il va avoir à gérer, c'est infaisable. Clairement, il faut que ce soit un système général qui soit mis en place. Être zéro clérical, ça ne veut pas dire d'avoir pas de rigueur, d'avoir zéro rigueur. Être zéro clérical, ça veut dire zéro temps perdu sans valeur ajoutée. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, tu ne le fais pas. C'est juste ça. Comment tu travailles à ça? Tu sais, le potentiel des équipes d'achat, il commence quand tu sors du monde administratif. Si tu arrêtes le mode administratif dans les équipes d'approvisionnement, ben là, c'est là que tu vas aller chercher leur potentiel. Tu vas pouvoir développer leur savoir-faire, puis tu vas pouvoir faire quelque chose d'autre que juste du clérical. Oui, puis en plus, tu sais, le niveau de conformité ne fait qu'augmenter, là, les règles qui s'appliquent, les valeurs, les éléments à valider. Tu sais, maintenant,
On a toutes les lois, les règlements qui s'ajustent au fur et à mesure avec des nouvelles initiatives, la stratégie d'approvisionnement responsable. Fait que, bref, il y a beaucoup de réduction de comptes à faire, ce qui fait en sorte que on éloigne encore plus l'acheteur ou l'agent d'approvisionnement de son rôle stratégique. Donc, tu sais, par rapport à ce que vous disiez, les systèmes qui se parlent, tu sais, tout ce qui est commun à tous les organismes publics et municipaux devrait faire l'objet d'une automatisation qui est à plus haut niveau puis qui devrait être mis en commun là, pour toutes les organisations, puis laisser à chaque organisation ensuite évaluer le volet en valeur ajoutée, justement, qui permet de détacher un peu l'acheteur de son rôle plus conformiste, là, si on peut dire. Ce temps économisé-là, on pourrait le transporter vers le volet stratégique, évaluer les impacts, les enjeux, les bénéfices de tout projet, là. C'est là qu'on doit aller, là. 100% d'accord avec toi. La gestion des risques, là, c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais dans tous les contrats. Tu sais, est-ce que je demande une caution d'exécution? Est-ce que je demande une caution? Les gens vont dire, ah non, je ne le fais pas, c'est trop de trouble. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir c'est quoi le risque de ces fournisseurs-là, c'est quoi le risque pour l'organisation. Il n'y a pas d'étude de risque qui se fait jamais sur aucun des dossiers. On est des pousseux de papier dans des modèles, puis on est habitué. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire. Comme disait tantôt, Amélie, c'est quelque part, on n'a pas le temps de le faire. On ne prend pas le temps de le faire. Tu sais, je regarde chez nous, là, 4 conseillers font en haut de 40 appels d'offres annuellement, là. Donc, c'est un appel d'offres par mois là, complet. Là. 300 contrats. Tu n'as pas le temps de regarder un par un. Là. Pourquoi? Mais parce qu'une bonne partie de ça, c'est faire des bonnes commandes, faire des relances, tu sais, gérer des courriels. La gestion Et contractuelle sinon, de après. faire de valeur ajoutée. Tu sais, Patrick, tu disais, on pourrait déplacer ce temps-là vers un rôle conseil plus stratégique. Écoute, on doit déjà le faire. On doit déjà gérer ce rôle stratégique-là. Puis depuis les dernières années, là, c'était devenu de plus en plus évident. Hein. On l'a tous connu, nos pénuries, l'inflation, les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, les enjeux géopolitiques, Bref, on a vu dans les dernières années à quel point le rôle d'approvisionnement est important et est stratégique. Puis qui peut servir à réduire des risques de rupture, à améliorer de la qualité de contrat, à vraiment venir faire cette gestion de risque-là, à favoriser de la concurrence. Fait que c'est même pas est-ce qu'on peut le faire, c'est on doit le On faire doit le parce faire. que de toute façon, quand ça va mal, on se retourne vers nous en disant ben tu l'as pas prévu, ben j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas une réponse. C'est tellement vrai. Quand ça va mal, habituellement, quand ils ne nous incluent pas nécessairement au début, mais quand ça va mal, ils finissent tous chez nous. Oui, puis il faut prendre le temps parce qu'au final, on finit par le refaire de toute façon. Fait que c'est important. Puis, tu sais, je pense que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'administratifs à faire qu'on peut pas être stratégique dans un dossier. C'est juste la vitesse d'exécution qui doit aller plus loin. Puis c'est difficile pour des nouveaux acheteurs, nouveaux agents d'approvisionnement de vraiment s'approprier bien le rôle parce que justement, ils doivent tellement se rendre conformes dans différents points qu'ils perdent de vue un peu le volet stratégique d'un dossier. Mais avec l'expérience, on développe quand même plusieurs stratégies pour pouvoir mettre de l'avant là, justement ces réflexions-là. Donc, l'analyse de risque se fait plus rapidement, on connaît bien, on a de l'expérience dans certains types de dossiers, mais le partage de connaissances après, il n'est pas évident. La plupart des acheteurs dans le domaine public sont des généralistes, c'est pas des spécialistes de la vis un pouce écart. Là. C'est des généralistes qui vont toucher un peu à tout. Donc, tu as une connaissance généraliste, comme ça le dit. Tu n'es pas bon dans tout, donc, mais il faut que tu prennes le temps de le regarder, il faut que tu prennes le temps de Les réflexes sont là, comme tu viens de dire, je suis 100% d'accord, mais les réflexes ne sont pas aussi bons si tu achètes juste ça. Tu faisais juste la vis d'un pouce écart. Là. Mais justement, il faut trouver une façon comme disait Patricia, de retirer cette documentation-là, ce travail-là documentaire qui n'est pas nécessairement de valeur ajoutée, puis travailler sur ce qu'est une valeur ajoutée. On a rajouté des gens pour faire les travaux dans les unités de soins, pour enlever de l'ouvrage aux infirmières. Est-ce qu'on devrait rajouter du service clérical dans les approvisionnements, justement, pour libérer les conseillers pour faire du stratégique et faire d'autres choses? C'est payant en bout de ligne. Quand tu as un appel d'offres qui tout croche, puis que ça va mal, puis le contrat n'a pas eu le temps d'être regardé ou quoi que ce soit, ça peut coûter des gros sous. Parlez-en à certains organismes gouvernementaux qui ont 4 lettres, qui ont fait le tour du réseau québécois il n'y a pas si longtemps. Donc, il faut que tu fasses tes choses correctement.
Mais la clé du succès, c'est de vraiment avoir moins de dossiers. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'ampleur de la tâche qui fait en sorte qu'on maîtrise pas bien notre processus de A à Z ou notre gestion contractuelle ensuite. Tu sais, comment accompagner on n'est pas des administrateurs de contrat nécessairement. Je sais qu'il y a certaines organisations qui ont des équipes à pro, administrateurs de contrat plutôt, mais en général, c'est surtout le processus jusqu'à la conclusion du contrat, puis après, on remet les clés là, au requérant. Mais pour l'accompagner, le requérant, quand il y a des enjeux, pour l'outiller, pour encadrer, s'assurer, est-ce qu'on va juste de valider, est-ce qu'on renouvelle notre contrat ou pas finalement, puis pour quelles raisons, puis dans les bons délais, pour s'assurer de le faire selon les clauses du contrat. Tu sais, il faut le maîtriser, le processus, puis il faut maîtriser notre dossier en particulier. Fait que c'est là que... Quand tu dis maîtriser le processus, Amélie, là, on a encore une foule d'étapes dans un processus contractuel qui sont de la validation, de la revérification, de la double vérification. Il y a une gestion de risque pour ramener ce temps-là ailleurs qui va être nécessaire de faire. Il va falloir qu'on révise nos processus, qu'on vienne épurer, qu'on vienne vraiment... Tu sais, il y a une différence entre être prudent puis être trop prudent, puis faire la perte de temps d'organisation. Fait qu'il y a toute une révision de processus. Ben, je l'ai toujours faite, fait que je vais continuer de rentrer mes données dans ce système-là. Je l'ai toujours faite. Fait que les 12 feuilles Excel qui sont complétées à la main manuellement, puis qu'après ça, ben, quand on va en avoir besoin dans 8 ans, on va avoir la donnée compilée. On arrête ça, là. On utilise notre temps ailleurs, puis effectivement, quand on aura besoin de cette donnée-là, on trouvera une meilleure façon d'aller la chercher que de perdre du temps dans le processus à toutes les fois pour se compiler. Oui. Il y a aussi comme des outils qu'on peut utiliser facilement pour documenter, mais sans prendre du temps énorme à le faire. Là. Tu sais, on a tous les outils de copilote ou d'autres intelligences artificielles qui nous permettent de faire des analyses de risque, des post-mortem de dossiers, juste en donnant quelques indications. Et on a des beaux rapports qui peuvent sortir. Tu sais, là, fait que il faut utiliser ces outils. Mais Amélie, est-ce que tout le monde est rendu là? Est-ce que tous les acheteurs sont prêts à ça? C'est ça l'affaire aussi. Ben, je pense qu'ils sont même pas prêts à nécessairement penser à faire leur analyse de risque, là. Fait que, tu sais, il faut se rendre à qu'est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans un processus d'approvisionnement, pourquoi ça a une valeur ajoutée, puis après, c'est de mettre de l'avant un peu ces façons de travailler, là. Il ne faut pas oublier, hein, c'est beau d'avoir des outils d'intelligence artificielle, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On l'utilise beaucoup, nous autres, dans notre groupe. Les gens s'en servent pour faire de l'analyse de contrat, dire à l'intelligence artificielle, regarde-moi le contrat, puis donne-moi des hints. Mais il faut prendre le temps de le lire pareil, il faut prendre le temps de le faire pareil. L'intelligence artificielle, malheureusement, de temps en temps, peut faire des illusions. De temps en temps, elle invente des choses qui n'est pas vrai. J'ai déjà eu quand elle me donnait des clauses à LCOP, tu sais très bien que c'est pas le numéro de la clause, puis c'est la bonne clause, là, mais elle dit c'est la clause numéro. Tu sais, l'intelligence artificielle est au niveau de son développement, est à son infantilité présentement, là. Elle est en train d'apprendre. Il faut que tu fasses attention à l'utilisation. Ça te permet de gagner du temps, ça te permet de faire des choses plus rapidement, mais il faut faire attention à l'utilisation pareil. Tu ne peux pas te fermer les deux yeux. Ça a passé dans la presse il n'y a pas si longtemps. Il y a un juge au Québec qui a cité des jugements qui n'existaient absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence artificielle qui lui a donné les jugements. Il faut juste faire attention à l'utilisation. Le comparatif, l'analyse, il y a des outils qui sont super bons, mais il faut que tu fasses quand même. Ça prend un expert quand même quelque part en bout de ligne. Ça ne remplacera pas la personne en tant que telle. Ça ne remplacera pas l'acheteur ou le conseiller, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ou le spécialiste en procédé ou quoi que ce soit. Ça ne le remplacera pas. Mais ça va lui donner de permettre de lui libérer du temps pour faire de l'analyse, puis rentabiliser, de rendre son temps, comme je disais tantôt, travailler sur les valeurs ajoutées au lieu que de travailler sur de la paperasse ou quoi que ce soit. Mais ça ne remplacera pas la réflexion, mais ça va structurer l'analyse, par exemple. Tu sais, ça va aider dans le volet documentaire d'un dossier sans enlever nécessairement la réflexion qui doit être faite par la personne. Mais si on passe en priorité, là, ce qui serait facile, puis ce sur quoi on devrait axer l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est toutes nos tâches répétitives qui prennent du temps. Puis, à mon avis, un peu comme Alain disait, qui ne demandent pas de jugement. Fait que, tout ce qui est suivi d'échéance, validation d'un système, tenue de fichiers Excel en parallèle, les signatures imprimées, là,
ou même les relances par courriel, hein, ton chantier est fini, j'ai-tu ta preuve d'assurance? Fait que toutes ces relances-là peuvent être automatisées. Les assurances, vérifications, licence RBQ, bref, nomme-les, là, toutes les tâches cléricales répétitives qu'on connaît. Patricia, t'as lu dans ma pensée en passant, Patricia. Ta gestion de courriel quotidien, les 100 courriels que tu reçois tous les jours, tu peux te servir de ton intelligence artificielle pour dire, donne-moi ce qui est important là-dedans. Puis ce qui n'est pas important, va le classer tout simplement quelque part. Si je n'ai besoin, j'irai le chercher. Mais ton intelligence artificielle va te le faire. Donne-moi les courriels que je ne suis pas en copie. Donne-moi les courriels que seulement les courriels qui sont adressés directement, puis s'ils sont importants. Donc, l'intelligence est capable de lire tes courriels puis te sortir un résumé tous les matins. Je sais, moi, je le fais. Donc, elle me sort de mes résumés ce matin, en disant, Amélie t'a demandé telle chose, Patricia t'a demandé telle chose. Donc, tu as ton résumé de tes affaires. Je n'ai pas besoin d'ouvrir chacun des 300 courriels que j'ai reçus hier pour m'assurer que c'est quoi qu'il y a dedans. Il y a des choses que l'intelligence va faire. C'est la même chose dans les appels d'offres, c'est la même chose dans les suivis de contrats, mais il faut le développer aussi. Attendez un instant. Je veux juste, parce que là, c'est tellement, c'est bon, c'est comme du bonbon, c'est comme donner là, mais j'aimerais ça avoir le top 5 des tâches cléricales en priorité, lequel qui devrait partir, le top 5 des tâches que vous voyez à tous les jours dans vos emplois, là, que non, ça, il faudrait se débarrasser de ça. Est-ce qu'on peut faire un top 5 d'actions présentement de tâches cléricales qui devraient disparaître? Je vais vous donner mon top 1. Après ça, tu iras avec le 2. Je vais aller mon top 1. Les relances par courriel. Ton chantier est-tu fini? Ton assurance est tombée à jour? Peux-tu me renvoyer ta copie? Est tombée à échéance? Peux-tu me renvoyer ta copie? Etc. Là. Toutes ces relances-là qui devraient être automatisées en fonction d'une date ou d'un événement devraient être faites par l'intelligence artificielle. Ben, tu m'as volé mon top 1, Patricia. Désolé. Mais je vais aller avec mon top 2, par exemple. Les entrées multiples dans différents systèmes. Ouais. Donc, quand tu peux enlever les entrées multiples dans différents systèmes, tu vas gagner de temps. Parce que tu peux rentrer dans un seul système, dans un seul endroit, l'information. Puis, alors, comme on disait tantôt, SAO, tu rentres l'information, tu vas la sortir de là, tu as dedans. Aller fouiller dans le Conseil du Trésor, aller fouiller là. Tu vas perdre des fois, des minutes, là. Prends 10 minutes par jour, multiplie ça par 225, ça fait quelques journées de te gagner de travail de ce côté-là. Tu sais, les suivis de renouvellement. Pourquoi mon système n'enverrait pas un petit courriel à Patricia disant Hey, ton courriel, Tu sais, présentement, tu es obligé de faire ça à mitaine. Mais tu pourrais mettre à avoir les dates, le système pour aller chercher la date et dire Vous avez un contrat qui se renouvelle à telle date. Êtes-vous d'accord? On met des relances, on met des prérequis, on met des préavis, mais tu sors ton rapport papier Excel, puis là, tu appelles Patricia, puis tu dis à Patricia Salut Patricia, j'ai un contrat qui se renouvelle dans 6 mois, on fait quoi? Puis, toute cette chose-là automatique, puis si tu n'as pas de réponse de Patricia, renvoie une relance une semaine après. Il y a des choses que le système pourrait faire. L'information est disponible. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire correctement. Quoi d'autre? Puis aller avec un autre. Moi, les tableaux de bord, compiler des données, c'est important d'avoir cette donnée-là pour vrai. Tu sais, tantôt, je disais, mais c'est important qu'on ne la compile pas nous-mêmes pour un usage futur, inconnu, que ça se peut qu'on n'utilise même pas, mais c'est impossible. C'est important de l'avoir à disponibilité, d'avoir des indicateurs de performance, de suivre nos contrats, d'être capable de se comparer d'année en année, de voir où on en est rendu. Mais s'il vous plaît, ne pas compiler ces données-là à la main. Il y a tellement, comme Amélie l'a dit tantôt, là, l'intelligence artificielle peut ramasser plein de données, faire des beaux rapports, ça se fait. Il faut avoir les données, il faut aller chercher, il faut les mettre dedans. C'est tout simplement correct. Puis c'est là que tu vas gagner du temps. Puis toi, tu deviens l'analyse de ces données-là. Donc, oui, ça fait une des choses que tu dois annuler en plus. On en a parlé aussi de long en large, mais toutes les validations de conformité de base, là, pas l'analyse de la conformité spéciale là, que tu as rajouté, qu'il fallait évaluer des projets dans le même. Bref, on se comprend. Là. Fait que tout ce qui est conformité de base, licence RBQ, RRQ, RENA, etc., tout ça, ça devrait être automatisé. Je pense encore que c'est un logiciel global. Je pense encore que c'est le SAO qui devrait faire cette analyse de conformité-là. Bloquer les soumissions, nous empêcher de les recevoir, puis nous enlever le risque juridique sur la non-conformité en même temps. C'est intéressant.
C'est une tâche pas humaine, là. Il n'y a pas nécessité de jugement humain dans une tâche, là. C'est Elle blanc ou pourrait être noir, là. automatisée. Elle n'a aucune utilité. Si tu n'as pas besoin d'avoir un jugement humain pour dedans, automatise-là, tout simplement, fais d'autres choses que tu veux avec. Toute la gestion documentaire générale, là, tu sais, classer du papier, là, ça devrait plus être une tâche d'acheteur. Tout devrait être automatisé au maximum. Tout ce qui est gestion de documents devrait s'automatiser. Puis on devrait vraiment utiliser le rôle de l'acheteur pour un rôle stratégique seulement, un rôle de conseil, d'accompagnement, de partenariat, puis un rôle de clérical. Puis On aussi... est à la fin? Ah, vas-y, Amélie. Ah, ben, moi, je voulais juste amener comme une certaine limite, là, tu sais, dans l'automatisation. Tu sais, je pense que, tu sais, un acheteur va quand même être responsable de son dossier, de s'assurer que la documentation est là. Fait qu'il va falloir trouver des moyens d'automatiser tout en gardant le regard sur comment ça a été fait, puis qu'est-ce qui a été fait. Puis, tu sais, là, c'est encore un peu utopique là, de dire que tout va être automatisé, surtout dans la gestion documentaire. Mais je pense que c'est un des freins, dans le fond, qui peut faire en sorte qu'on le fait pas actuellement parce que justement, on veut s'assurer que notre dossier est assez béton, là, conforme de A à Z. Mais bref, je pense que ça va être à considérer. Je suis d'accord avec toi. Quelque Parce part, que là, même dans les validations, tu sais, sont automatisées par SEAO pour une condition d'admissibilité ou de conformité de base, tu sais, ben, des fois, sont nuancées quand même, tu sais, dans dans la validation. Fait qu'est-ce qu'il y a un système qui va pouvoir comprendre la nuance d'un document qui manque, je sais pas moi, une case cochée qui est peut-être pas 100% non conforme, mais qui pourrait être mais c'est corrigée. là que ton être humain va toujours exister. C'est là que quelque part, tu vas te servir de l'intelligence de ton conseiller en approvisionnement. Au lieu de prendre le temps de mettre les feuilles dans un scanner puis les scanner, là, tu sais, puis de prendre. C'est là la différence que tu vas avoir. Les systèmes sont capables de prendre des documents, des classer aujourd'hui, de comprendre c'est quoi, de créer un titre de fichier, d'aller le classer automatiquement. Ça existe, ça se fait. Mais puis là, ben, il reste la personne humaine que, comme tu disais tantôt, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, tu peux avoir quelque chose qui a l'air intelligent, mais il manque une virgule quelque part, il manque un chiffre quelque part, il manque une signature quelque part. Tu es obligé de le rejeter. Mais ça, tu auras toujours quelque part une double vérification humaine qui se fera. En tout cas, dans les prochaines années, tu auras toujours une double vérification humaine qui se fera, mais ça n'a pas besoin d'être aussi redondant qu'aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a une couche de départ qu'on est quand même capable d'éliminer à la Oui, base. en passant. Faut pas voir non plus l'automatisation comme une perte de contrôle au niveau de la conformité, au niveau de la gestion de nos dossiers. Moi, je pense que si on fait une bonne automatisation, c'est que c'est bien réfléchi, que ces enjeux-là sont pris en compte, ben on va juste sauver du temps. Puis au final, ton système ben lui, il n'oubliera pas la date de renouvellement de la police. Il n'y aura pas autre chose à faire pendant ce temps-là. Il va appliquer toutes les règles de la même façon. Puis au final, mais il va garder les traces pour qu'on puisse pour qu'on soit en mesure de faire nos vérifications. On va avoir des historiques, ben on aura plus ou on va avoir moins d'erreurs humaines. Parce qu'actuellement, on le fait nous-mêmes, mais si on regarde quand même nos dossiers, souvent, ben il y a des erreurs. Il y a des relances qui sont pas faites. Il y a quand même des problématiques liées à l'erreur humaine. Moi, je pense que si on fait un ratio, notre risque d'erreur devrait être moins élevé au niveau de l'automatisation. Si elle est bien faite, Amélie, je pense que tu as raison là-dessus. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Il y a comme l'envers aussi qu'on pourrait, par l'automatisation, aller chercher plus de contrôle. Tu sais, c'est-à-dire, j'ai vu l'implantation dans différentes organisations de la signature électronique. Là. Puis alors qu'avant, on envoyait notre dossier pigeon voyageur, mettons, au bureau du président, ben là, maintenant, ça passe par plusieurs personnes parce qu'on veut s'assurer que tout le monde l'a vu avant. Alors que c'était pas le cas quand c'était complexe de le faire dans un document papier là, en tant que tel. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être prudent aussi faut automatiser, mais il faut que ça ait des gains réels aussi, là. Tu sais, il faut pas se rajouter des tâches cléricales, dans le fond, sur le. Puis je dis pas qu'il y ait plusieurs signataires, ça n'a pas de valeur ajoutée, ça en a certainement une, mais il faut juste être prudent aussi comment on l'adresse. Mais tu as raison, avant, tu n'en avais pas besoin.
Là, tout d'un coup, c'est facile, on rajoute des étapes, on rajoute, tu sais, fait que quand Ça on fait du parlait monde, de c'est... ouais. révision de processus, d'automatisation, il faut faire attention de ne pas tomber dans le surcontrôle, tu as raison. Puis on parle d'automatisation, mais aussi, moi, ce que je vois, c'est on automatise toutes les vérifications, puis l'être humain embarque pour gérer les exceptions. C'est quand ça tombe dans un panier à résoudre, bon, ben c'est là que l'humain embarque pour voir, OK, pourquoi tu l'as rajouté? Donc, c'est là que je verrai plus l'intervention d'un acheteur. Oui, un modèle hybride, Patrick. Fait que Ouais. machine qui gère la répétition, la tâche, puis l'humain, après ça, qui vient porter son jugement. Quand je disais que ça bloquait SAO, mais peut-être même que ça pourrait être des personnes qui sont employées par SAO qui créent cette portion de conformité-là de leur côté. On a des bonnes suggestions à donner au gouvernement. Ah, mais écoute, les idées fusionnent. Très bien. On travaille à tous les jours dedans, puis on n'est pas tout seul. Là, on est 4 dans l'écran. Mais je suis sûr que tu associerais tous les approvisionneurs du Québec, puis public, puis tu arriverais potentiellement aux mêmes conclusions qu'on a présentement. Tout à fait. Le but, c'est de moderniser de ce qu'on fait, puis pas rester dans l'immobilisme. Mhm. Dans quelle mesure, Panélis, les règles d'approvisionnement public freinent cette transformation souhaitée? Ben, je peux peut-être me lancer. En fait, je pense pas, moi, que réglementation équivaut nécessairement à inefficacité, là. C'est vrai que le secteur public, c'est pas le secteur privé, puis on n'est peut-être pas aussi flexible, mais en même temps, c'est normal, hein. On fait de la gestion de fonds publics, on a des obligations de transparence, d'équité. Il y aura toujours des risques. Ben, moi, dans une organisation municipale, des risques politiques qu'il faut gérer. Fait qu'il en faut des contrôles. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des contrôles, on n'est pas capable d'être efficace. Puis on l'a dit tantôt, hein, épure le processus, trouve le bon niveau de contrôle pour ce qui est nécessaire. Le problème, c'est pas la conformité du processus. Le problème, c'est quand la conformité devient plus importante que la finalité du service. Puis en ce moment, c'est ça qui arrive. Fait qu'on a plus de contrôle que ce qu'on donne comme service stratégique à nos services. On fait moins d'analyse de marché, moins de veille, moins de conseils, moins de gestion de risque, plus de conformité. C'est là qu'on a un souci, à mon avis. Moi, je pense qu'on est capable de balancer les deux, d'être rigoureux, d'être transparent, mais en même temps d'être plus efficace. Oui, parce qu'on perd de vue notre rôle à un moment donné tellement qu'il y a d'éléments de conformité à faire. Puis, tu sais, de questionner son requérant sur le besoin, de bien comprendre son devis, tu sais, ça fait partie de notre rôle, mais aussi d'aller plus loin, d'analyser le marché. Tu sais, il faut prendre en compte comment s'assurer d'avoir un contrat performant au bout du compte. Tu sais, fait comment qu'on y arrive, puis comment qu'on accompagne notre requérant qui, lui, n'est pas habitué dans ce jargon-là contractuel nécessairement. Fait que c'est là qu'il faut miser. Puis en ayant tellement de règles de conformité à suivre, ben là, on se perd de vue en raison du volume de dossiers, évidemment. Je pense qu'il faut voir une différence entre contrôle intelligent et bureaucratie excessive. Oui. C'est là que le danger est majoritairement, c'est que les contrôles deviennent de la bureaucratie excessive. Quand tu es rendu à un certain point que tu fais des rapports, puis tu fais toutes sortes de choses, puis tu les envoies pas un mois, puis il n'y a personne qui dit hey, « il est où ton rapport? Il est où ton contrôle? Il est où? » Puis là, tu t'aperçois que les gens ne le regardent tout simplement pas. Il faut moderniser le processus, il faut moderniser là où on s'en va, il faut faire confiance, puis il faut aussi se poser, comme disait tantôt Patricia, la méthode Lean, là, ça ne s'applique pas juste dans l'industrie. La méthode Lean aussi, ça s'applique dans notre processus à nous autres. C'est-tu vraiment nécessaire? Y a-tu moyen de l'automatiser? Y a-tu moyen de le faire sans enlever nécessairement l'être humain qui est nécessaire aux bonnes décisions? Mais si tu as le temps de regarder c'est quoi le risque des projets, comme disait Amélie, de regarder c'est quoi le dossier, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Le marché est tellement changeant. Tu sais, il y a 10 ans, on faisait un appel d'offres, puis on faisait le même appel d'offres à tous les ans par après. Là. Il y a 20 ans, c'est encore pire, puis il y a 30 ans, c'est encore pire que c'était encore. C'était le même appel d'offres qu'on changeait les dates dans le document majoritairement. Je n'ai jamais fait ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, que le marché change tellement, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de prendre le temps de le regarder puis de te poser la question, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose de mieux que je faisais il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans?
Une pénurie du pétrole présentement, tout le monde. Hein? Pourquoi? Parce que notre voisin du Sud a décidé. Donc, il y a beaucoup de produits pétroliers qui présentement les gens vont monter les prix parce qu'ils sont dans un inconnu quelconque. Comment tu gères ça? Comment tu travailles ça? C'est ça le rôle de l'approvisionneur, c'est de regarder ce qui se Ça, passe sur le ouais. marché, Le volet de faire des stratégique. stratégies, de proposer des stratégies à ses clients au lieu de dire on fait ça pour 5 ans. Ça serait intéressant plutôt de faire un appel d'intérêt pour chaque dossier d'appel d'offres. Ben, ça serait intelligent aussi, dans le fond. Mais il y a des dossiers qu'on se lance un peu, on fait des recherches, mais c'est pas appuyé 100% nécessairement. On fait dans le meilleur des mondes, On mais croit avec le client qui nous dit qu'il n'y a vraiment pas d'autres fournisseurs. du marché là, clair. Là. Ouais. Mais tu as une façon, quand on parlait d'intelligence artificielle, c'est là que l'intelligence artificielle peut aller seulement chercher certaines informations du marché. Combien de magazines que tu as le temps de lire dans ton année pour te mettre à jour? L'intelligence artificielle va te le faire en quelques secondes. Tu avoir lu toutes les publications sur un projet en particulier, tu as proposé toutes les options possibles. Mais toi, il te reste l'analyse à faire de ce qu'elle a trouvé pour toi. Puis c'est là que ça te dit demain matin, si tu commences à feuilleter la presse, le Journal de Montréal, tous les magazines spécialisés, tu ne feras jamais ta job parce que tu n'as pas le temps de le faire premièrement. Puis tu as un autre dossier, que je te mets un autre dossier sur le coin de ton bureau, puis il faut que tu partes. Mais en ayant cette intelligence artificielle-là qui permet de ramasser l'information, d'aller voir ce que le marché fait, qu'est-ce qui ça se dit, qu'est-ce qui se dit présentement, ben c'est là qu'on gagne du temps, c'est là qu'on devient plus efficace. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, comme on disait tantôt, que l'intelligence, c'est pas nécessairement, c'est un outil. C'est comme n'importe quoi. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, on parlait pas d'ordinateur. On commençait à parler d'ordinateur. Aujourd'hui, tu as un téléphone cellulaire qui est comme 1000 fois plus puissant que ce qu'on avait, qu'un Commodore 64. Là. Donc, il faut quand même que quelque part, on s'adapte à ces choses-là, mais qu'on l'utilise d'outils pour gagner, pour être plus efficace dans ce qu'on fait, puis avoir des meilleures analyses. L'analyse reste toujours l'être humain en arrière quelque part. Oui, mais juste prendre un devis technique, hein, c'est une affaire de 30 secondes, là, prendre un devis technique puis le déposer dans l'intelligence artificielle puis lui demander donne-moi les fournisseurs en mesure de répondre à ce besoin-là. Vous allez faire le saut, comment vous vous en faites passer des petites vitres là, de produits puis de fournisseurs ciblés. Nous, Je peux te le dire, on le fait chez nous et c'est ça. surprenant des fois que des fournisseurs uniques deviennent plus uniques nécessairement. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas été en mesure de déceler aussi auparavant, hein, qu'il y a un niveau de finesse ou il y a un niveau qui sort du cadre généraliste, c'est de l'acheteur. Fait que, tu sais, on disait, est-ce qu'on fait toujours confiance à nos requérants? Ben, la majorité du temps, Oui. mais parfois, non. Fait que parfois, ça vaut la peine quand même d'aller faire le test. Il faut moderniser, il faut faire confiance à nos requérants, comme on vient de dire justement. Il faut avoir le courage de revoir les façons de faire. Je pense que la base, majoritairement, c'est d'avoir le courage à l'intérieur d'un département d'approvisionnement, de revoir ses façons de faire. Puis de ne pas avoir peur de challenger, justement, puis de poser des questions, de voir quand tu t'en vas, puis d'avoir une vision du futur. Faut pas, l'immobiliste ne peut pas rester là. Il faut avoir une vision du futur, comment on va s'en aller. Puis ces outils-là sont disponibles. Donc, pourquoi ne pas les utiliser justement pour améliorer? Comme on disait tantôt, un approvisionneur devrait coûter absolument rien à une organisation. Il devrait réduire les coûts, peut-être pas empêcher les augmentations par rapport à une année parce qu'on ne contrôle plus les augmentations nécessairement, mais minimalement réduire les coûts, puis il devrait s'autofinancer. L'effet de levier. Panélistes, les compétences de l'acheteur du futur. Qu'est-ce qu'il doit maîtriser comme compétence? Mais je pense qu'une des compétences intéressantes, puis qu'on nomme peut-être pas souvent, là, parce que c'est sûr qu'il y a de l'analyse, le côté réflexion, tout ça, mais peut-être le côté initiative. C'est-à-dire que d'aller plus loin, de chercher des opportunités, de voir un dossier, puis de regarder, bon, c'est quoi qui n'a pas marché dans le passé, comment je peux l'améliorer, puis de vraiment essayer de sortir un peu du cadre là, qui est juste réglementaire, se sortir du document en tant que tel, puis de réfléchir bien, concrètement là, dans le quotidien, comment ça va se passer, ce contrat-là, puis comment je peux contribuer à l'amélioration. Fait que c'est vraiment le volet initiative, puis la drive là, d'un acheteur, je pense, qui est vraiment intéressant. Non, Ben, ouais, vas-y, Patricia. Non, ben, vas-y.
Amélie, tu parles de drive. Oui, d'accord avec toi. Toute la portion analyse, on y reviendra certainement. Mais je pense que cette drive-là, tu veux dire une capacité en communication, hein, ton acheteur stratégique, là, il attend plus le dossier qu'il met dans la machine, qui envoie à SAO, qui reçoit les résultats, puis qui transfère à son requérant. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il influence la prise de décision. C'est quelqu'un, des fois aussi, qui est amené à convaincre son requérant que c'est pas la bonne méthode, puis qu'il y a des arguments pour changer de stratégie. Il faut qu'il explique. Faut qu'il challenge les décisions des fois aussi, parfois. Donc, tout le volet communicationnel, relationnel, je pense que c'est un volet qui est pas exploité dans le volet très clérical de l'acheteur, mais qui va être ultra important quand on utilisera les acheteurs à leur pleine capacité, c'est-à-dire au volet stratégique. Puis, même à l'université, comme tu dis, on devrait enseigner la communication avec l'exécutif. C'est une des choses qui est importante dans le rôle des jeunes quand tu sors de l'université aujourd'hui, d'être capable de communiquer avec autant tes clients à l'interne qu'avec tes clients à l'externe. Analyser la gestion de risque. Je pense que la plupart des acheteurs aujourd'hui devront pouvoir faire de la gestion de risque, d'analyse de risque de leur dossier. Tu n'auras pas le choix de ce côté-là non plus parce qu'on s'en va vers là. Puis la gestion des fournisseurs, même principe. Trop souvent, comme on fait des dossiers, puis comme Amélie disait tantôt, on finit le dossier, puis on donne le trousseau de clés, puis on le donne à notre client opérationnel. Bien, on devrait s'occuper de nos fournisseurs, on devrait s'occuper de la gestion de nos contrats avant, pendant, puis après. Combien de fois je me fais dire, ah, il n'est pas bon ce fournisseur-là. Puis là, tu dis, ben, ça fait 3 ans que tu travailles avec. Comment ça se fait que tu ne me l'as pas dit? Mais si j'avais pris le temps d'aller t'appeler mes clients à l'interne, me dire comment ça va, ce contrat-là, ça va-tu bien? Prévoir des rencontres annuelles, semestrielles ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est le rôle de la vision d'avoir une vision stratégique. Là. Si l'achat faisait ça, bien, quelque part, ces dossiers, l'acheteur du futur verrait son prochain dossier, quand il va le renouveler dans 2 ans, 1 an, 2 ans, il va dire hey, ça a mal été, ça a bien été, ça, on va corriger ça. C'est pas ton client à l'interne la plupart du temps. Lui, il ne va pas entendre parler de ça. Il y a trop de troubles. Il est déjà obligé de faire son opérationnellement ses besoins. Donc, ton acheteur, s'il avait le temps de faire ces dossiers-là, on revient toujours, on vient au manque de temps. Mais quelque part, il faut trouver du temps. Puis une façon de l'automatisation, c'est justement une des connaissances. On parlait depuis le début, on parle de technologie et d'intelligence artificielle. Ben oui, je pense que c'est une compétence que les acheteurs du futur devront avoir technologiquement puis l'intelligence artificielle. Comment se monter des dossiers en intelligence artificielle? Comment travailler cette intelligence-là pour qu'elle puisse leur donner des informations? Tu n'auras pas le choix. Là. Ça fait partie. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés avec un téléphone cellulaire dans leur couche. Nous autres, les futurs approvisionneurs, devront vivre avec l'intelligence artificielle. Ils n'auront pas le choix. Mais tu sais, je pense aussi, tu sais, on parle de compétences, tu sais, la plus grande compétence, un peu vient avec l'expérience, là, quand on est acheteur, tu sais, on développe vraiment au fur et à mesure qu'on apprend des cas, qu'on les vit. Mais tu sais, pour développer de l'expérience concrète et qui va nous soutenir dans le futur, ben il faut être curieux. Tu sais, c'est plus des aptitudes, là, j'ai comme l'impression, un acheteur, il faut être curieux, il faut vouloir aller plus loin, il faut aimer ça c'est sûr, mais il faut questionner, tu sais, c'est pas grave de pas connaître comment ça se fait du déneigement, là, c'est vraiment pas important, mais de se dire, OK, mais comment ils vont procéder, puis d'essayer de le comprendre, puis de le figurer, puis de se le ramener un peu plus à soi pour pouvoir comprendre l'ensemble de l'œuvre, ben ça va vraiment aider l'acheteur à faire de meilleurs dossiers par la suite. Je pense que l'acheteur du futur devra être capable de lire un marché. Pas juste lire un devis. Il doit être capable de comprendre, il devra comprendre c'est quoi que son client à l'interne vit, comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à l'externe, puis pas juste lire un devis en disant ah, ouais, c'est beau, c'est pas beau, puis mais il faut qu'il comprenne aussi. Tu dois rentrer à un certain point, tu dois comprendre ton marché. Si tu veux être bon, je me rappelle quand j'étais en opération, que j'étais dans fabrication,
tu allais faire un tour sur le plancher, tu allais voir le plancher, tu comprenais la machine, tu comprenais le flow sur le plancher, tu allais faire des heures plancher justement pour comprendre ce qui se passait. Tu ne faisais pas des achats de 21 étages plus haut, là. Tu prenais le temps d'aller voir ce qui se passait sur le plancher, pas justement de comprendre. Puis je pense qu'un acheteur du futur devrait comprendre ce qui se passe dans son domaine à lui aussi, puis même du passé aussi, devrait comprendre ce qui se passe dans son domaine avant de faire des achats. C'est pas juste du clérical, là. Si on reste au niveau de faire des documents, ben on reste du clérical, puis ce sera toujours du clérical. Tu dois développer tes connaissances de marché, c'est ce que tu fais. Puis tu as raison, en fait, vous avez raison tous les deux. Comment veux-tu bien évaluer les risques fournisseurs puis les risques du marché si tu ne comprends pas la mécanique de comment ça fonctionne, puis tu ne comprends pas les tendances du marché actuellement puis les risques auxquels tu pourrais t'exposer. Fait que clairement que toute cette analyse-là de la situation actuelle, du portrait mondial, du portrait de la chaîne Les d'approvisionnement, tendances. oui, des tendances, c'est vraiment nécessaire si tu veux être en mesure de bien identifier les risques auxquels ton client et toi-même vous exposez. Panélis, dernière question avant la pause. Comment accompagner les acheteurs qui ont été historiquement dans un rôle plus administratif? Parce que là, on voit, le chiffre se fait, on est plus stratégique, mais il y en a qui sont vraiment plus administratifs. Comment tu les amènes à devenir plus stratégiques? Comment tu les accompagnes? Es-tu en train de parler des vieux comme moi, là? Non. Tout est Ben, belle. je pense, T'as tout, là. T'es stratégique, t'es clerical, tu peux tout faire. Non, je peux pas tout faire, malheureusement. Patrick, pour répondre à ta question, là, je pense que la pire erreur qu'on ferait, ce serait de le faire de façon brutale et très rapide. Je pense que, puis, tu sais, je le constate, là, je pense que pour plusieurs employés, tout leur rôle ou leur identité comme professionnel, là, c'est monté autour d'un rôle de rigueur administrative, de conformité, de traitement de données, de traitement de gestion de documentaire. Fait que, puis c'est encore aujourd'hui des compétences qui sont importantes. Là, tu sais, on en parlait tantôt, qu'il y a un juste milieu important. Euh, mais pour pouvoir amener ces gens-là à faire la transition vers un rôle plus stratégique, on peut pas leur dire du jour au lendemain, c'est plus important ce que tu faisais. Là. Une machine va le faire à ta place. Puis maintenant, voilà ton nouveau rôle. Fait que c'est de les accompagner, c'est de démontrer la valeur de la valeur qu'ils peuvent apporter autrement. Puis surtout, je pense, créer des quick wins. Hein? On va juste couper ça. Regarde tout le temps que tu dégages pour faire autre chose puis les emmener tranquillement à faire la transition. Là. Puis je pense que de fait, ils vont en venir à avoir cette valeur ajoutée-là, puis ils vont redécouvrir la valeur réelle de leur rôle, à mon avis. C'est sûr, tu as des gens qui ne s'acclimateront jamais, là. Des dinosaures, tu en auras Aussi. toujours, puis tu ne pourras jamais rien faire avec ce côté-là. Puis pour eux autres, le contrôle est un confort. Mais je crois que quelque part, la plupart des approvisionneurs que je connais personnellement, si tu leur montres que leur emploi va être plus le fun, puis ils ne feront pas la routine que tout le monde aille faire la routine, là, aller fouiller sur les SEO. Moi, je peux dire, ma gang, à moi, c'est le même matin, je peux leur dire que vous ne fouillerez pas, vous n'allez pas vérifier, puis il y a moyen d'aller étudier du marché, puis d'aller faire de la négociation, puis de parler avec tes fournisseurs, avec tes clients, puis aller voir des fournisseurs, puis rencontrer des fournisseurs, puis de faire le côté, le fun qu'on faisait, qu'on fait ou qu'on devrait faire. Ben, puis ça, c'est en faisant de l'intelligence, en utilisant un outil comme l'intelligence artificielle, ben, la plupart vont y aller, vont sauter à 2 pieds dedans Ouais. parce que la plupart des gens, tu leur dis de monter un rapport, va sortir des datas, puis sort un Excel, analyse-moi ça, fais-moi ça pour demain matin, puis passe la journée là-dessus, puis la plupart des gens vont dire, je te dirai pas ce qu'ils vont dire, mais ils vont probablement grogner un petit peu parce que c'est pas le bord qui est le fun. Tu sais, on est en approvisionnement habituellement parce qu'on aime le contact, on aime les gens, on aime communiquer, on est un petit peu des adrénalines junkies de temps en temps. Si tu donnes la chance justement des gens qui aiment vraiment leur ouvrage de faire ça, au lieu de faire de la paperasse, de devenir des documentaires, des documentaristes, je n'ai pas le nom exactement qu'on a besoin, experts.
Ils vont sauter dedans à 2 pieds joints, là, ils vont embarquer, là. Mhm. Parce que c'est ça qui est le fun de notre ouvrage, c'est de pouvoir acheter tu sais, un crayon une journée, un avion le lendemain, puis une ambulance le surlendemain, puis après ça, une résonance magnétique. Tout ça dans le même mois. Donc, c'est ça qui est le fun dans notre job, justement, c'est de changer des choses, puis de pouvoir travailler sur 2 choses différentes. Donne la chance au monde de le faire. Ils vont sauter à 2 pieds dedans. Mhm. Mais je pense qu'il faut aussi, tu sais, tu l'as dit tantôt, Alain, tu sais, amener les gens sur le terrain à comprendre un peu le concret là, de ce qu'ils font, tu sais, puis pour tranquillement, tu sais, comme tu disais, Patricia, tranquillement les délaisser du clérical puis leur montrer la valeur ajoutée de libérer du temps pour faire des tâches plus stratégiques, ben c'est de les amener aussi à comprendre pourquoi qu'ils font ces achats-là, ça va donner quel impact sur le terrain, puis comment ils peuvent contribuer à cet achat-là. Puis d'un autre côté, faire vivre les problèmes en cours de contrat, des fois, c'est une bonne façon de bien saisir l'ampleur d'une clause, de bien saisir la stratégie qu'ils ont mis derrière leur appel d'offres. Tu sais, des fois, ça peut être OK, ben c'était des petits joueurs qui ont rentré, mais dans le fond, ils n'ont pas d'expérience, on n'a rien validé là-dessus. Prochain appel d'offres, il va falloir peut-être porter attention à ce volet-là. Fait que, tu sais, il y a comme différentes façons d'adresser parce que c'est avec les problèmes qu'on vit dans des contrats qu'on peut s'amener à faire des meilleures stratégies dans le futur, malheureusement. Il ne faut pas oublier, il faut qu'ils comprennent aussi, pas parce que c'est un petit joueur qui ne te donnera pas, parce qu'un petit joueur te donner ça, tu vas devenir un gros client pour lui, puis il va te donner peut-être du très bon service. Puis ça, c'est justement l'accompagnement, comme on disait tantôt. Si on les libère du clérical, l'accompagnement qu'ils vont pouvoir faire à leurs clients, puis versus ce fournisseur-là, ils vont pouvoir les aider justement dans ça. Puis des fournisseurs, on parlait l'autre journée avec Québec, qui forment ils forment leurs fournisseurs en devenir, ils ont des écoles de fournisseurs, en guillemets. Donc, c'est des choses que les acheteurs, si tu libères de la paperasse ou quoi que ce soit, ils pourront faire avec des fournisseurs futurs, puis regarder c'est quoi leur marché que tu ne peux pas faire quand tu es enterré dans la paperasse, puis à faire des rapports qui n'ont pas nécessairement que tout le monde regarde. Panélistes, ceci complète la première partie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'Apport Collectif sur Spotify, Apple Podcasts et Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible à la mi-juin. Épisode 10, dernier de la saison, mettra en vedette Patricia, Marie-Michel et Antoine. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, continuons la discussion. Est-ce que le rôle d'un acheteur tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître? Bien, en fait, le rôle transactionnel là, est juste clérical, probablement en grande partie. Mais on l'a dit tantôt, le rôle stratégique de l'acheteur est déjà là. Il n'est pas exploité dans toutes les organisations au même niveau puis avec le même degré d'importance. Par contre, ça va demeurer, puis même ça va tendre à devenir encore plus important là, pour toutes les raisons dont on a parlé un petit peu plus tôt. Fait que, tu sais, autrefois, l'acheteur, c'était la personne qui traitait la demande, appliquait la règle, là, c'est-tu conforme, c'est-tu pas conforme, publiait l'appel d'offres. Finalement, là, tu sais, on faisait essentiellement du traitement de texte. C'était littéralement ça, Alain, à l'époque, là, moi, mes secrétaires me disaient, on faisait imprimer des plans, on coulait, on mettait ça dans les enveloppes pour que ça rentre. Fait que ça n'existe plus, puis ça va tendre à ne encore moins exister. Mais tu sais, aujourd'hui, l'approvisionnement, ça touche des risques, ça touche tu sais, toute la question de gestion durable aussi de nos actions. Ça touche nos enjeux géopolitiques, la continuité de nos opérations, toute la question de résilience organisationnelle. Fait que le rôle d'acheteur tel qu'on le connaît aujourd'hui va tendre à changer, mais nécessairement, là, le rôle d'acheteur ne disparaîtra jamais. Il va muter, mais il va... simplement continuer à évoluer, moi, je pense. Je Oui, pense puis qu'on... Vas-y, Amélie. Oh, excuse-moi, Alain. On compile tellement de données, puis les outils nous permettent tellement d'avoir de plus en plus de données sur différents volets. Puis ça va tellement de plus en plus vite aussi. Tu sais, si on regarde juste avant la pandémie, maintenant,
l'organisation du travail, ça a comme été exponentiel depuis. Fait que je pense que ça n'aura pas le choix de rester certainement, mais d'évoluer. Fait que c'est sûr que ça va tendre à s'automatiser davantage, ça n'aura pas le choix, puis à justement avoir un rôle plus stratégique. Je pense que l'ouvrage, elle existe déjà. Ce qu'on fait, on le fait déjà. La différence qu'on va faire dans le futur, c'est qu'on va mettre l'emphase ailleurs, tout simplement. Tu sais, on les gère un peu les risques, on gère un peu on fait un peu d'analyse, puis Oui. on mélange ça sur une base, sur un spectre qui est puis plomb. La seule différence, c'est qu'on va débarrasser des où il n'y a pas de valeur ajoutée dans les extrémités du spectre et on va se concentrer un peu plus. Tu sais, les tâches répétitives, ça va disparaître, les suivis, ça va disparaître, les validations, ça va disparaître. Puis on va travailler beaucoup plus sur stratégique, beaucoup plus à négociation, beaucoup plus sur le jugement, beaucoup plus sur les décisions qui sont sensibles qu'on va travailler, sur les suivis de contrat, sur l'avant-contrat. C'est des Sécuriser choses ta qu'on chaîne fait. d'approvisionnement. C'est en plein ça. Tu sais, puis voir où s'en va le marché, qu'est-ce qui arrive. On parlait de l'Iran, on parlait du pétrole, on parlait de tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Puis on va justement prévoir certaines choses. Puis on va regarder comment qu'on le fait dans le futur. Mais on le fait déjà indirectement. On n'est pas, on le fait moins, mais on va juste changer. On ne changera pas. La charge ne disparaîtra pas. On va juste mettre de l'emphase sur des tâches qu'il fait présentement qui vont devenir un peu différentes des tâches passées. Ah, pas différentes, qui vont avoir un côté plus avec plus de valeur sur les tâches à valeur ajoutée, pour ne pas être redondant, mais c'est là qu'on va avoir. Mais la job de l'acheteur va quand même être là, c'est sûr et certain. Il va, il va juste mettre de l'emphase sur des points qui ont moins d'emphase, puis des points qui ont plus de valeur ajoutée pour l'organisation aujourd'hui. Fait que, tu sais, il va y avoir un changement dans le rôle de l'acheteur. Il va y avoir une mutation dans le rôle de l'acheteur. Mais pour en venir à ça, il devra y avoir aussi une mutation dans la culture de nos organisations, hein. On parle de nous impliquer à la gestion des risques, dans la stratégie d'approvisionnement, d'analyser les La tendances de marché avant planification. de prendre des décisions. Mais c'est sûr que euh, si le dossier arrive, tout est monté, ben on va garder la même fonction, c'est-à-dire de traitement de texte. On va juste avoir plus de temps pour en traiter plus. Puis ça, c'est un risque quand même qui est important, là. Tu sais que on change pas ce spectre-là, on n'emmène pas notre organisation à voir la valeur ajoutée de l'acheteur, puis qu'on fait juste dire, ben finalement, on a trop d'acheteurs parce que là, on a tout automatisé. Puis il est capable, au lieu de faire 100 appels d'offres dans son année, ton acheteur est capable d'en faire 300. Là, écoute, tout est automatisé. Fait que c'est important euh, de pas de pas sous-estimer le changement de culture organisationnelle qui doit s'amorcer avec ce changement de, tu sais, nous, on peut bien dire là, dans notre fonction approvisionnement, puis dans la connaissance qu'on a de nos activités, bien dire l'acheteur va devenir un rôle conseil, l'acheteur va devenir quelqu'un d'un partenaire d'affaires pour les services. Il faut que notre organisation suive la boucle aussi parce que sinon, on va juste passer à côté puis on va avoir trop de gens. Fait qu'on va faire comme on a toujours fait dans les dernières années. On va couper des postes à la place de venir faire un changement de rôle. C'est là, je pense qu'on doit travailler justement, puis c'est là, comme le podcast qu'on a présentement, qui va pas servir à ça indirectement. Il y a des gens qui vont le voir, les gens vont se poser des questions. L'utilité de l'acheteur comme un partenaire stratégique, je pense que c'est un des très beaux mots que Patricia a utilisé, deux mots plus particulièrement. Donc, tu sais, le partenaire stratégique, il faut voir l'acheteur comme un partenaire stratégique au département à l'interne, un partenaire stratégique aux fournisseurs. Si tu vois juste comme un pousseux de papier puis une secrétaire, comme on disait tantôt, coupelet, ça donne rien. Tu n'as pas d'utilité. Tu n'as pas aucun avantage d'avoir des acheteurs. Si tu le vois comme un partenaire stratégique, puis je pense que beaucoup d'organisations commencent, tu sais, comme on disait tantôt, avant la pandémie, la logistique, là, c'est pas important. La journée que la pandémie a commencé à casser, puis il a fallu déplacer du stock, puis que les approvisionnements, il fallait qu'ils trouvent des masques, des produits de pays inexistants nulle part, faire venir des choses directement de Chine ou quoi que ce soit. On était rendu important. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce côté-là, puis pas enterrer, dire ah, vous étiez important dans la pandémie, on retourne dans notre ancienne façon de faire. Là. Mais le fait de parler de partenaires stratégiques, puis c'est quelque chose qu'on doit radoter à l'intérieur de, puis j'ai bien dit radoter, à l'intérieur de nos organisations pour marteler, marteler, marteler que je ne suis pas juste un pousseux de bon de commande, je suis un partenaire stratégique. Puis Puis c'est si vous vrai. faites Oui.
c'est vraiment une période pivot. Alain, tu as raison. Journée de pandémie, ça a été changement complètement de vision sur notre fonction. Faut pas laisser ça aller. Tu sais, là, on a tous nos enjeux géopolitiques qui s'ajoutent à ça, l'augmentation du pétrole, etc. Là, on a les deux mains dans de la stratégie. Faut saisir cette opportunité-là. À défaut de quoi, elle va nous filer entre les doigts, puis on va se retrouver encore dans quelques années quand ça sera tranquille. Parce que oui, un jour, ça le redeviendra. Hein? Il Oui. faut. Ah oui. Mais quand ça le redeviendra, ben là, il faut pas qu'on se retrouve à couper des postes parce que finalement, on a tout automatisé, mais on n'a pas changé notre culture. Parfaitement d'accord avec vous autres. Quel serait le pire scénario si on fait rien? Statu quo, on fait rien. Ben, on vient d'en parler indirectement, hein. Mm. Tu vas avoir coupure des postes parce que quelque part, tu vas pas aucune utilité. L'intelligence artificielle va remplacer tout ce beau monde-là, puis on n'aura pas besoin d'eux autres si tu fais rien en tant que tel. Tu vois pas le partenariat stratégique. Tu sais, puis mais si on va plus proche des équipes, tu vas avoir un épuisement des équipes, là. Veux pas, on disait tantôt, tu vas juste te mettre plus d'appels d'offres, plus de contrats, plus de tout, tu vas avoir moins de monde, tu vas avoir épuisement des éthiques, là. Puis l'autre chose que tu vas avoir, c'est que tu vas rendre aussi, ça va devenir difficile d'attirer les talents. Tu sais, quelque part, là, c'est l'emploi d'approvisionneur est un emploi super le fun. C'est un emploi qui est extraordinaire. Puis, mais si tu le rends plate, puis tu le rends pas extraordinaire, si tu le mets pas comme stratégie dans ton organisation, ben tu vas avoir automatiquement, tu vas perdre des gens. Les gens vont aller ailleurs. Il y a des compagnies qui vont être prêtes à voir les approvisionnements. Des compagnies qui voient présentement l'approvisionnement comme un partenaire stratégique. Tu sais, tu vas augmenter tes risques. Si tu fais pas d'analyse de risque, jamais. On en parle depuis le début, là. Si tu fais pas d'analyse de risque jamais dans tous les dossiers, dans tes contrats, ben, quelque part, tu vas vivre avec des conséquences peut-être malheureuses. Puis, tu prends pas le temps de le voir. Tu vas réagir. Comme d'habitude, on réagit, on arrive là. Mais c'est pas la bonne façon de le faire. Il faut que tu prévois tes risques, là. Tu vas manquer d'agilité. Tu vas pas plus de réagir qu'est-ce qui va arriver, quoi que ce soit. Tu peux pas rester. Le statu quo, je pense pas que le statu quo soit une option viable Inacceptable. pour le futur. Mais tu sais, on le vit déjà aussi, là, dans le sens que les dossiers augmentent de façon exponentielle. On n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout au niveau stratégique de nos dossiers. Fait que là, tout ce qu'on fait, c'est d'être conforme. Fait que tu sais, comme tu l'as dit, Alain, on va perdre les employés qui ont les profils plus stratégiques. On va avoir des employés avec des profils plus tu sais, dans la conformité, dans la rigueur. Oui, c'est important. Mais on n'ira jamais plus loin. Fait qu'il va y avoir des problèmes dans les contrats, ça va devenir moins performant. On va se retrouver à gérer des problèmes après coup. Fait qu'on va toujours être en mode réactif. Fait que, tu sais, il faut comme renverser cette vapeur-là. Puis c'est un gros coup à donner souvent, mais c'est important de le faire parce que sinon, on perd de la valeur dans notre rôle au niveau des approvisionnements. Puis on n'est pas en mesure de le démontrer. Puis là, tout le changement au niveau organisationnel pour aller essayer de recruter, changer, puis de devenir plus stratégique, ben, on ne l'aura pas là, parce qu'on n'arrive pas à s'y rendre partiellement, du moins. Tu sais, rester où on est là aujourd'hui, l'immobilisme, là, c'est le plus grand danger qu'on vit, là. On ne peut pas rester à la même place. C'est pas la non-conformité, c'est vraiment l'immobilisme de ce côté-là. Si Tu on dois reste évoluer. clérical dans un monde stratégique, ça va devenir un désavantage majeur pour recruter, continuer ou quoi que ce soit. Puis, ces organisations ne voient pas ça. Puis quand on parle d'organisations, on parle des municipalités, on parle des CIS et des CIUS, etc., les organisations gouvernementales, parce qu'on parle du public beaucoup plus. Ces organisations, ils vont finir par subir le marché au lieu de gérer le marché, tout simplement. Puis il n'y a rien de pire que quand tu subis au lieu de réagir. Il est trop tard souvent, là. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut le faire, puis comment qu'on l'amène. C'est vraiment le pire des scénarios si on fait rien. On ne peut pas ne rien faire. Tu sais, Tu as vas-y, Patrice. raison au niveau de l'immobilisme, hein, parce que pendant ce temps-là, les risques fournisseurs sont encore là, notre dépendance à certains marchés est encore là, les problèmes contractuels font juste augmenter, hein. Les fournisseurs sont de plus en plus exigeants, puis ils connaissent de plus en plus la mécanique de comment ça fonctionne. Le manque de concurrence est grandissant. On a des compagnies qui fusionnent, des chaînes d'approvisionnement qui sont complètement coupées. Fait
l'immobilisme, dans un contexte de hausse des risques comme on est là, ben, on va devenir une fonction approvisionnement qui va être complètement déconnectée des enjeux stratégiques de nos organisations. Puis dans un contexte où les enjeux envers les municipalités, mais aussi envers les organismes publics sont de plus en plus exigeants, hein. On transfère aux organismes municipaux de plus en plus de responsabilités, des exigences qui sont de plus en plus élevées. Ça peut pas tenir effectivement. Donc, l'immobilisme conjugué à une hausse de risque, conjugué à une augmentation des responsabilités de nos organisations, clairement, ce serait le pire scénario, à mon avis. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que toi, Patricia, qui parlait que Saguenay gérait l'électricité ou avait des usines d'électricité, puis que vous étiez organisé maintenant avec plusieurs municipalités. Puis Oui. c'est ça, stratégie, justement. C'est le même qu'on amène dans la stratégie. Il n'y a pas si longtemps, là, le gouvernement Carney a annoncé qu'on mettrait des milliards de dollars dans le développement chez Hydro-Québec. Mais si tu n'as pas eu une stratégie que ça pouvait arriver avant, ben, tu n'auras plus de transformateur, tu n'auras plus rien, tu ne pourras plus rien faire. L'acheteur, justement, qui suit son marché, va voir ces choses-là venir, il va pouvoir réagir, il va pouvoir conseiller. C'est ça qu'un acheteur devrait faire, justement. C'est pas faire de la paperasse, puis classer dans le dossier dans la filière 13, puis de le sortir dans 5 ans, puis de le mettre à poubelle, là. La stratégie de justement voir le marché, de réagir, de faire des suggestions, c'est là qu'on a sa valeur ajoutée. Donc, quand on parle de pire de scénario, reste de même, puis fais-toi dépasser par tout ce qui se passe autour. Puis tu vas voir demain matin que tu vas acheter, si c'est un réseau électrique, tu vas aller voler des transformateurs d'un poteau d'Hydro-Québec parce que tu n'en auras plus dans le tien. T'oublies ça. Tu sais, je veux juste rajouter aussi, tu sais, conformité n'égale pas pas de stratégie, là. Tu sais, ça va ensemble, là. Tu sais, un dossier qui est conforme, il devrait être stratégique également. Tu sais, quand on a un dossier un contrat qui est performant là, au final, c'est parce que ben j'ai eu une bonne réponse du marché. Ça veut dire que j'ai pas laissé de côté un fournisseur potentiel qui aurait pu avoir un meilleur prix. Fait que, tu sais, si j'ai un contrat performant au final, ben ma conformité devrait suivre si j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Fait que c'est pas contradictoire, là, les deux ensemble. Je Non, je pense suis qu'il faut d'accord. aussi arrêter de le regarder comme ça, faut être conforme à tout prix. Non, mon contrat va être performant et donc je vais être conforme. Tu sais, c'est un peu le changement aussi. Tu renverses le loup, hein? Tu renverses le loup. Au lieu de chercher la conformité de ton dossier, tu vas t'assurer d'avoir une bonne stratégie, puis par défaut, il va devenir conforme. Exactement. Panéliste, dernière question pour cet épisode. À quoi ressemblera une équipe d'approvisionnement dans 10 ans? C'est sûr que les données sont encore plus développées, l'intelligence artificielle, mais dans 10 ans, est-ce qu'on peut se projeter dans le futur? Oh, comment on va être dans 10 ans? Mais je pense qu'on en a parlé un peu tantôt, là. Je pense que c'est des partenaires dans l'organisation qui ont un niveau stratégique plus élevé. Je pense que c'est là qu'il faut s'en aller vers. Est-ce que ça va être possible avec parce que ça nécessite d'avoir une moins grande un moins grand volume de dossiers pour pouvoir se concentrer davantage puis être disponible pour répondre aux enjeux puis aux analyses qu'on doit faire, mais je pense qu'il faut vraiment que l'approvisionneur devienne un partenaire dans l'organisation qui est stratégique puis qui peut vraiment suivre son dossier de A à Z pour soutenir mieux les requérants. 100% d'accord avec toi, Amélie, que c'est là, dans 10 ans, où on va être. Donc, on n'aura pas le choix d'être rendu de partenaire. On n'aura pas le choix d'être là de ce côté-là. Puis je pense que si on n'y va pas, comme on dit, s'il n'y a pas de changement de culture organisationnelle, on va tout simplement se faire passer sur l'autoroute comme si on était sur une trottinette, là. Donc, tu arrives un certain temps, on n'aura pas le choix d'être là. Il faut que les organisations comprennent que les approvisionnements, que la chaîne d'approvisionnement est nécessaire à leur futur. Tu sais, on parle de coupure de budget, on parle non.
On va rephraser. On parle d'amélioration budgétaire, d'optimisation budgétaire, de faire plus avec ce qu'on a présentement. Puis la seule façon, justement, c'est de mieux gérer nos sous, c'est de mieux gérer notre bien, c'est de mieux gérer nos appels d'offres. Donc, les salaires, tu ne contrôleras jamais nécessairement les salaires en tant que tels. C'est négocié dans les conventions collectives, mais tu peux contrôler tes dépenses. Puis si tu mets une bonne stratégie d'approvisionnement, ben, tu peux faire des grosses économies. Puis, dans l'industrie, ça a été prouvé, il y a des études qui prouvent que, sauf une couple de pourcents sur ta matière première, tu vas sauver plusieurs dizaines de pourcents sur ton produit fini. Donc, Mais faut aussi le voir dans une stratégie globale durable aussi, là. Tu sais, oui, il y a le prix directement qu'on peut économiser, mais globalement, là, si mon contrat est performant, mes processus sont clairs, il y a moins d'enjeux en cours de contrat, ben on fait des économies à quelque part en temps personnel, tu sais, c'est plus grand que juste le prix. Puis c'est ça aussi qu'il faut amener l'approvisionnement là. C'est vraiment la stratégie durable dans le temps. C'est pas juste d'acheter un équipement qui va répondre à mon besoin demain matin, c'est un équipement qui va durer 10 ans peut-être. Tu sais, il y a tout type d'acquisition a sa stratégie, mais il faut vraiment le voir à plus long terme. sauver de l'argent c'est pas nécessairement avoir une économie, hein. Pas payer cher, c'est pas nécessairement avoir une économie. Tu peux, en bout de ligne, payer bien plus cher, beaucoup plus loin. Puis si tu prends pas le temps de regarder puis de l'améliorer, faire un appel d'offres, là, n'importe qui peut faire un appel d'offres demain matin. Faire un appel d'offres avec une bonne analyse, ça prend des gens qualifiés. Puis pour avoir des gens qualifiés, ben ça prend quelque chose d'attrayant, d'attractif aussi pour pouvoir justement amener ces gens à travailler là. Moi, je pense que nos équipes d'approvisionnement, dans 10 ans, on va voir apparaître de plus en plus de postes qui sont différents de ce qu'on connaît, là. Tu sais, là, on connaît nos approvisionneurs, nos acheteurs. Je pense qu'on va voir plus de conseillers stratégiques, tu sais, on en parlait, là, des spécialistes en approvisionnement durable, là, tu sais, toute Mhm. l'analyse, la gestion du coût global, des spécialistes en gestion des risques aussi. Fait que, tu sais, on dit on fait toute une gestion de risque, là, mais c'est quoi des spécialistes qui sont vraiment formés pour analyser les risques de ces marchés-là. Fait que je pense que il y a certains rôles qui vont tendre à muter. Je pense aussi, là, puis on en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, que comme la communication est importante, je pense qu'on va avoir des acheteurs avec un rôle qui va devenir beaucoup plus relationnel. On va leur demander de développer des relations autant avec leurs requérants qu'avec les fournisseurs pour essayer de mieux négocier, de mieux établir des stratégies, de convaincre nos gens. Mais surtout, je pense que la fonction d'approvisionnement va être orientée davantage sur la donnée que ce qu'on fait actuellement. Actuellement, pas actuellement, dans le passé, Alain, tu l'as dit. On a toujours fait affaire avec ce fournisseur-là. Fait qu'on continue avec lui. Ça a toujours été comme ça. Fait qu'on relance notre appel d'offres comme ça. Fait qu'on on faisait, mais on fait encore, faut être honnête, là, on fait encore beaucoup de l'intuitif. Puis pas beaucoup on mesure pas toujours nos décisions. Fait que je pense que de plus en plus, les données vont devenir disponibles. Fait que nos décisions vont être davantage basées sur des montants de dépenses, sur la performance, sur vraiment des chiffres qu'on est capable de dégager qui vont être plus axés sur la réalité plutôt que sur l'intuition qu'on va avoir. Puis dernière chose, je pense aussi que même si c'est très cadré, puis pas toujours permis pour l'octroi du contrat, on en fait quand même en gestion contractuelle. Puis je pense qu'on va en faire de plus en plus. Je pense que la négociation va prendre plus de place qu'elle en prend là maintenant dans nos organisations. Tout ce qui est gestion de contrat, négociation avec nos fournisseurs, emmener nos fournisseurs à être meilleurs. Alain, on avait déjà eu cette Ouais. conversation-là dans un épisode passé. Puis je pense encore que c'est vrai, là, tu l'as ramené tantôt. C'est tellement important de ne pas disqualifier nos fournisseurs, soit parce qu'ils sont trop jeunes, pas assez bons. Mhm. Il faut les emmener à participer au marché. Une école de fournisseurs, quelle bonne idée. On n'est pas capable de soutenir ça, mais quelle bonne idée si on était capable de le faire. Fait que je pense que tout ce volet de négociation-là va devenir de plus en plus important pour nos équipes d'approvisionnement, bien avant 10 ans, à mon avis. Mais ça, peut-être, quand tu dis on n'est pas capable de le faire, peut-être qu'on doit commencer à travailler en synergie aussi.
Tu sais, le domaine municipal, vous avez 1000 municipalités au Québec, là, vous n'êtes pas tout seul. Là. Domaine approvisionnement santé, on est une gang. Pourquoi qu'on ne travaillerait pas ensemble? Trop souvent, on travaille en silo, puis on fonctionne dans nos petites affaires à nous autres. Donc, pourquoi ne pas partager? Tu sais, Patrick, à l'intermission, nous parlait de son tableau de bord. Ben, pourquoi que McGill ne nous partagerait pas son tableau de bord, qu'on peut voir c'est quoi? Pourquoi que dans le domaine du public, on ne prendrait pas le temps de s'asseoir ensemble et au lieu de réinventer la roue? On est très bon au Québec pour réinventer la roue puis recommencer à zéro tout ce qu'on fait de côté. Quand il y a des belles choses qui se font, puis prendre le temps de regarder, puis prendre le temps de le faire. Il faut partager nos informations. Puis justement, la table qu'on a, le forum qu'on a présentement, c'est une façon de partager nos informations. Puis ça serait peut-être une façon de partager ce qu'on fait avec nous autres, entre nous autres aussi. Vraiment. Mesdames et messieurs, ce qu'on retient de cette discussion, c'est que la transformation vers un acheteur zéro clérical et 100% stratégique n'est pas simplement une évolution souhaitable, c'est une nécessité. Dans un environnement où les organisations publiques doivent faire plus avec moins, gérer des risques croissants et répondre à des attentes élevées en matière de performance et de transparence, la fonction d'approvisionnement ne peut plus se limiter à un rôle d'exécution. Cette transition ne se fera pas toute seule. Elle exige une modernisation des outils, un investissement dans les compétences et surtout un changement de culture, autant du côté des services d'approvisionnement que des partenaires internes. Elle demande aussi du courage organisationnel, celui de redéfinir les rôles, de déléguer certaines tâches à la technologie et de faire confiance aux professionnels des achats pour jouer un rôle plus stratégique. Le message est clair. Rester dans un modèle clérical, c'est prendre du retard. Évoluer vers un rôle stratégique, c'est ainsi une opportunité de créer de la valeur durable. La question n'est donc plus de savoir si cette transformation doit avoir lieu, mais à quelle vitesse vous êtes prêt à la mettre en œuvre. Panélistes, l'épisode 9 tire à sa fin. Et encore une fois, des échanges de qualité et contenu pertinent pour tous ceux et celles impliqués en approvisionnement public. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de ce balado. Patricia, Amélie et Alain, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain pour le dernier épisode de la saison avec Marie-Michel, Patricia et le retour d'Antoine, où nous parlerons de la nouvelle loi des contrats des organismes municipaux. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci panélistes. Bonne soirée.